Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je suis de retour en France, code couleur oblige, je suis devant un tableau blanc. Et pour tout vous dire, par rapport à l'enregistrement que je suis en train d'effectuer, et même la mise en ligne, je ne suis revenu qu'hier. Donc bon, je suis encore un petit peu fatigué et un petit peu décalé niveau horaire, entre ce qui se passait au Canada et ici, bien sûr. Mais bon, bah, je vais m'en remettre et puis je suis content de pouvoir profiter très, très bientôt de vacances. Ça va faire vraiment du bien. Et donc voilà, je suis très content d'être revenu. Et donc bah, je vous propose quelques vidéos avant que je prenne ma petite semaine de vacances. Et donc parmi ces vidéos, je vous ai déjà proposé un coin recherche juste avant celle-ci. Et je vous propose également un exo de colle. Et comme promis, je vous avais laissé quelques questions à la fin du pêle-mêle 2. Donc on avait déjà traité lors du dernier petit exo de colle un exemple d'une fonction, un exemple d'un ensemble, qui était connexe mais pas connexe par arc. Et donc là on va traiter l'autre question qui était proposée par le pêle-mêle et pour laquelle je n'ai pas eu le temps de vous faire les détails, c'était de donner un exemple d'une fonction qui est continue partout mais dérivable nulle part. Et donc, je vous rappelle la construction de l'exemple ici, donc c'est pour notre exo de colle numéro 58. Nous avons une fonction g qui est 4 périodique définie de cette manière-là. Alors bon, voyez-le visuellement, c'est pas la peine forcément de s'embêter avec l'expression, mais vous avez une fonction comme ça, ok, définie par des pentes, un peu comme on aurait pu la définir avec des valeurs absolues. Donc ici j'ai 1, ici j'ai moins 1, atteint 0, moins 2, et 2. Et toutes les parties sont vraiment des droites, des morceaux de droite. Donc vous avez vraiment... voilà. Si vous avez ça en tête, c'est exactement la fonction que je suis en train de définir ici. Très bien, donc on a fait cette fonction g définie de cette manière-là, et on veut montrer que la fonction définie par une série de fonctions qui provient un petit peu de la fonction g, mais pas que, il y a 2-3 trucs liés à la fonction g, notamment ce 2 qui vient pas forcément de nulle part, ça vient un petit peu de la taille de l'intervalle si vous voulez. Donc on prend cette série de fonctions et on veut montrer que cette série de fonctions donne lieu à une fonction qui va être continue sur R, mais qui va être dérivable en aucun point de R. Donc voilà, alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir lors du dernier pêle-mêle, mais si vous n'avez pas encore eu le temps d'y réfléchir, c'est le moment d'y réfléchir avant que je vous propose une résolution. Donc voilà, alors je vous le dis tout de suite, montrer que la fonction est continue, ça va être assez facile. C'est le fait de montrer que c'est nulle part dérivable que là, ça va être assez compliqué, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de chercher à montrer qu'une fonction n'est pas dérivable. Donc il faut essayer de se jouer là-dessus. Donc n'est pas dérivable, et en plus de ça, il faut montrer que c'est pas dérivable en aucun point. Donc c'est là aussi qu'il y a une grosse difficulté. Mais je vous laisse vous frotter à tout ça, essayer de voir ce que vous pouvez faire avant que je ne vous propose donc une résolution de cet exercice. Donc n'hésitez pas à faire une pause pour ça. C'est bon? Vous avez essayé? Ok, on est parti alors. Pour une résolution. Je ne dis pas qu'elle est unique, mais... alors vous allez voir que c'est assez technique, notamment pour montrer que c'est dérivable nulle part. Alors la continuité, c'est la chose la plus simple, et puis ça va me permettre de vérifier que la série est bien définie. Donc, voyons ce qu'il en est de la continuité. Alors la continuité, vous pouvez noter que la fonction qui est ici, si je regarde en valeur absolue, je peux la borner par 1 sur 2 puissance 4 par définition de la fonction g. Encore une fois, ayant en tête, donc là je vais peut-être le redessiner ici, je l'ai effacé, mais c'est tout simplement pour avoir de la place pour écrire des choses là-bas. Donc ayez vraiment en tête la fonction g, sa représentation graphique notamment. D'accord, et cette fonction, oups là, je ne fais pas des choses bien droites. Donc là, j'avais, c'est pas sûr que ce soit bien droit, mais bon, c'est pas grave. Donc on va jusqu'à moins 1, 1, ok. Donc si vous avez vraiment en tête la fonction g, vous avez en effet le fait que, donc je rappelle ici que c'est moins 2, puis ici que c'est 2, 0. Donc voilà, donc je vous rappelle que là, vous avez la tête de la fonction ici, et vous pouvez remarquer que la fonction g, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc en valeur absolue, la fonction g, peu importe comment je l'évalue, elle est comprise entre moins 1 et 1. Et puis fois le 1 sur 2 puissance 4 qui va nous permettre d'assurer une convergence. Donc si je pose posons hk, la fonction qui a x associe
1 sur 2 puissance k, g de 2 puissance 2 puissance k fois x. Donc si je considère cette fonction-là, bah, la première chose, donc, comme je l'ai dit là, c'est que si je regarde la norme infinie de hk, donc je rappelle que la norme infinie, c'est regarder le sup de la valeur absolue sur l'intervalle considéré ici, c'est sur R. Bon, bah là, ce sup, il est exactement égal à 1 sur 2 puissance k. Et 1 sur 2 puissance k, bah, la série des 1 sur 2 puissance k, ça converge. Donc la série des 1 sur 2 puissance k converge. C'est une série géométrique de raisons q qui en module ou en valeur absolue est inférieure à 1. D'accord? Donc il n'y a pas de problème pour la convergence de cette série. Donc on a ça. Et puis, donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la série des HK converge normalement sur R. Donc converge normalement sur R vers la fonction f. Donc fonction f qui est donc bien définie, puisque pour tout x on peut calculer cette série. Et là je viens d'expliquer presque pourquoi, hein. Si j'avais mis des valeurs absolues, on peut vérifier que donc la série est absolument convergente. Puisque si je mets des valeurs absolues, j'ai une série de termes positifs qui sont tous les termes inférieurs ou égaux à 1 sur 2 puissance k. Donc cette série converge, ok, pour tout x. Donc ça permet d'avoir une convergence simple. Ça permet de vérifier que la fonction f est bien définie. Je ne l'ai pas fait, mais bon, on aurait pu le faire avant pour s'assurer que la fonction g est bien définie. Bon, là je suis allé directement sur la convergence normale, comme ça, voilà. Plus ou moins tout est dit derrière cette convergence normale. C'est juste ça. Mais je le dis rapidement à l'oral pour mettre en avant que vous pouvez vérifier le fait que cette fonction f est bien définie. Donc j'ai ça, très bien. Alors comme j'ai convergence normale, bah, ça va impliquer une convergence uniforme. Je rappelle que convergence normale implique convergence uniforme. Et le fait que les HK sont des fonctions continues, donc c'est ça mon deuxième point ici, donc or les HK sont des fonctions continues sur R, donc c'est une convergence uniforme vers F sur R, hein, bien sûr, et la convergence normale également. Donc oui, je l'ai déjà dit, convergence normale sur R, mais la convergence uniforme, je dois préciser sur quoi je suis en train de regarder la convergence uniforme. Donc là, la convergence uniforme, je la vois sur R. Je sais en plus de ça que la fonction HK pour tout K est continue. D'accord? Donc ce que je viens de dire là, c'est vrai pour tout K, bien sûr. Et par conséquent, si j'ai une convergence uniforme d'une série de fonctions vers une fonction f, alors et que en plus de ça, ces fonctions-là dans la série sont continues, bah, ça implique que la fonction f est continue. Ça pareil, c'est des petites propriétés qu'on voit en deuxième année de classe prépa, mises en application juste ici assez simple. Donc ça implique que f est bien continu sur R. Voilà. Et ici, il n'y a pas de subtilité, hein. C'est vrai que dans la plupart des exercices sur ces convergences uniformes qui impliquent une continuité, il peut y avoir des subtilités dans le sens où il faudrait regarder plutôt une convergence uniforme sur des segments de R, au lieu de regarder sur R tout entier, il faut regarder sur des segments AB, puis on est obligé donc de passer par continuité sur un intervalle AB, et puis jouer union par union pour obtenir le fait que la fonction est continue sur R. Donc c'est un peu plus technique, en général ces exercices-là normalement sont un peu plus techniques, mais ici il n'y a vraiment rien qui se passe parce que la convergence uniforme sur R est vraiment assez simple à obtenir. Donc il n'y a pas de subtilité, on obtient assez gentiment le fait que la fonction f, qui est ici en jeu, est continue. Bon, et puis maintenant il me reste à montrer que cette fonction est dérivable nulle part, et là on rentre dans le dur. Et c'est là où c'est important d'avoir en tête ce que ça veut dire qu'une fonction est dérivable en un point x. Car on va chercher à contredire ça. Donc là maintenant, on va regarder la dérivabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est dérivable? Normalement ça veut dire, donc dérivable en x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde la limite d'un certain quotient, hein, donc de f de x plus h pour un f de x sur h, pour h qui tend vers 0, eh bien ça doit avoir une limite, et cette limite doit être finie. Bon, si on a ça en tête,
on pourrait essayer de mettre une contradiction à ça en fait, et essayer de déterminer une suite de h qui tendrait vers 0, certes, mais qui en plus de ça fait tendre le quotient vers plus infini. Et c'est exactement ce qu'on va chercher à faire, d'accord? Donc, soit x, un réel, on va construire une suite qu'on peut appeler Hn si vous voulez, telle que, eh bien, f de x plus Hn moins f de x sur Hn tend vers plus infini quand n tend vers l'infini. Mais en plus de ça, je veux que la suite Hn toute seule tende vers 0. D'accord? De façon à ce que je puisse dire que la limite quand h tend vers 0 de ce truc-là, soit n'admet pas de limite, soit la limite c'est plus infini. Donc n'admet pas de limite parce que là vous voyez que pour cette suite Hn qui tend vers 0, ça tend vers plus infini. Peut-être que pour une autre suite ça tend pas vers plus infini, ça tend vers autre chose. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite pour ce quotient. Ou alors, pour tous les autres suites de Hn que j'aurais pu choisir, ça aurait pu tendre vers plus infini. Et si ça tend vers plus infini, là je me retrouve avec une limite qui n'existe, enfin une limite qui existe, pardon, mais cette fois-ci elle n'est pas finie. D'accord? Donc peu importe ce qui se passera ensuite si je veux calculer la limite quand h tend vers 0, soit il n'y a pas de limite à cause du fait qu'il peut y avoir une autre sous-suite qui ne tend pas vers plus infini, enfin qui fasse que ce quotient-là ne tend pas vers plus infini. Ou alors, toutes les autres suites que j'aurais pu construire tendent également vers plus infini pour ce quotient, ça impliquerait que la limite en question, qu'on voudrait regarder normalement pour vérifier que c'est dérivable, aurait une limite, mais cette limite ne serait pas finie. D'accord? Donc ce truc-là met bien en contradiction le fait que la fonction serait dérivable en x. Bon, alors tout l'enjeu est de construire cette fonction Hn. Enfin, cette suite Hn. Et en fait, cette suite Hn, on va la construire de manière à ce qu'on puisse jouer avec la périodicité de G. D'accord? Donc je vais expliquer comment ça va marcher. Alors ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Donc soit n un entier naturel, non nul. Et ce que je vais faire, c'est ça. Je vais dire, ok, je vais regarder x, mais je ne vais pas juste regarder x, parce que bon, il y a un truc qui se passe quand je veux calculer x, c'est que, quand je veux calculer f de x, c'est que de toute façon, je vais devoir calculer g de 2 puissance k fois x dans G. Donc, je peux essayer de construire un Hn de façon à pouvoir jouer avec la périodicité de G. D'accord? Alors, comment exactement j'aimerais jouer avec la périodicité de G? De toute façon, je sais que dans les calculs qui vont intervenir, je vais avoir quelque chose du genre 2 puissance n, le tout fois x. Je sais que je vais avoir quelque chose de ce genre-là. Alors ce que je peux faire, c'est juste dire, ok, j'ai quelque chose de ce genre-là à un moment donné. Bon, je peux très bien essayer de jouer en disant, je vais faire un petit écart par rapport à lui, de façon à rester dans le même intervalle, c'est-à-dire dans le même intervalle de longueur 2, soit dans un intervalle qui peut ressembler à ça, soit un intervalle qui ressemble à ça. Alors bien sûr, à un multiple de 2 près. Encore une fois, je joue sur non seulement je joue sur la construction de G, parce que c'est vrai que je joue sur le fait que je travaillerai soit dans la partie croissante, soit dans la partie décroissante, mais en plus de ça, j'aimerais jouer avec la périodicité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donc construire là d'abord un epsilon qui va juste valoir 1 ou moins 1, je ne vais pas m'embêter avec plus de choses que ça. Mais peu importe le choix de epsilon que je choisis, je veux faire en sorte que ce petit écart de 1 ici que j'aimerais faire, donc c'est pas si petit comme écart, mais cet écart de 1, je veux la faire de façon à ce que je reste dans le même intervalle que l'intervalle dans lequel se trouve cette chose-là. D'accord? Donc je vais d'abord faire ça, donc je vais choisir, donc maintenant que j'ai dit ça, prenons epsilon n, qui va appartenir à l'intervalle qui va juste valoir soit 1, soit moins 1. C'est même pas un intervalle, c'est juste ça vaut 1 ou moins 1. Tel que je veux que 2 puissance n x et 2 puissance n x fois plus epsilon n se trouvent
dans le même intervalle de la forme. Donc dans le même intervalle de la forme 2 grand N, 2 grand N plus 2. D'accord? On est d'accord que pour être... Donc là, je peux choisir grand N de façon à ce que... Puisque là, c'est juste une petite propriété de... Alors si je dis pas de bêtises, c'est de Einstein, si je dis pas de bêtises, mais c'est une petite... Ouais, non, c'est peut-être pas... Ouais, je sais plus, mais c'est une propriété d'arithmétique, enfin juste liée au réel, hein, qui dit que n'importe quel réel, je peux trouver un y... donc pour n'importe quel réel x, je peux trouver un y tel que x est compris entre y et y plus 1, par exemple. D'accord, pouvant être égal à y, hein, donc, mais pas égal à y plus 1. Donc ça c'est par exemple la propriété qui permet de définir les parties entières, d'accord, en prenant y égale 0. C'est juste qu'il faudrait prendre n'importe quel... Donc ouais, alors je l'ai juste très mal dit. Mais ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien juste... là, c'est presque de la partie entière que je suis en train de faire. Je peux juste dire, je vais chercher le grand N tel que ce truc-là est compris entre 2 grand N et 2 grand N plus 2. Ça, c'est toujours possible. Et puis, une fois que je l'ai trouvé, soit je fais plus 1, soit je fais moins 1, de façon à ce que ce truc-là reste dans cet intervalle-là. Et je suis sûr que, peu importe le choix que je fais, hein, là, on peut juste se donner l'idée là. Si j'ai un élément qui est là, si je fais plus 1, je suis toujours là-dedans. Mais si je fais moins 1, je ne suis plus là-dedans. D'accord? Et pareil ici, si je choisis de prendre un élément ici, je peux faire plus 1 ou moins 1. Et là, encore une fois, si je fais moins 1, je vais rester dans le même intervalle. Par contre, si je fais plus 1, je ne vais pas me retrouver dans le même intervalle. D'accord? Donc, il y a des cas de figure où j'ai pas le choix. Et en fait, le seul moment où j'ai le choix, c'est si je suis exactement un nombre entier. Un nombre entier impair, notamment. Donc, si je suis un nombre entier impair, négatif ou positif, là, j'ai le choix de faire plus 1 ou moins 1. Mais peu importe le choix que je fais, je vais me retrouver dans le même intervalle. Dans tous les autres cas, j'ai pas le choix. Soit je choisis moins 1, soit je choisis plus 1. Mais je peux toujours faire une construction de façon à ce que je me retrouve dans le même intervalle de ce type pour 2 puissance n, 2 puissance 2 puissance n x et 2 puissance 2 puissance n x plus epsilon n. Et maintenant, je vais poser hn, juste dépendant de ça, je vais poser hn comme étant tout simplement epsilon n divisé par cette chose que je peux écrire comme cela. Voilà. Donc voilà ce que je propose comme hn. Hein. Donc je vous rappelle que le but c'est ça, d'accord? Je veux avoir une suite hn telle que déjà hn tend vers 0 et maintenant il va falloir essayer de montrer que le hn que je viens de vous proposer est bien un bon hn qui va permettre de montrer que ce truc-là va tendre vers plus infini quand n tend vers l'infini. Bon, alors maintenant que j'ai posé les choses, on va essayer de démontrer ce que je viens de dire, d'accord? Donc je vais effacer maintenant ce qu'on a ici. N'hésitez pas à faire des pauses, encore une fois, si vous voulez, ou revenir en arrière sur la vidéo, si vous voulez revérifier certains trucs. D'accord? Donc là, on vient de faire quoi? On vient de dire, donc hn va être égal à 2 puissance moins 2 n fois epsilon n avec epsilon n qui appartient à plus ou moins 1, tel que 2 puissance n x et 2 puissance n x plus epsilon n sont dans le même intervalle 2n plus 2. D'accord? Donc ça va avoir son importance. Ok. Alors si je veux regarder cette chose, je vais d'abord juste vous donner un peu les idées là qui vont s'en venir. Donc si je veux regarder cette chose, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire tout bêtement, c'est déjà que, là le hn ça vaut plus ou moins 1, donc fois ce truc là, donc peu importe, je vais avoir un 2 puissance n qui va intervenir devant tout le calcul. Là j'ai mis un plus mais c'est un moins. Et je vais me retrouver avec une série, d'accord? Donc je vais écrire, j'ai quoi? J'ai donc la 2 puissance n fois la série pour k allant de 1 à l'infini. Donc je vous rappelle que je commence à 1, d'accord? Je ne commence pas à 0. Je pourrais ajouter 0, on pourrait se poser des questions, qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais 0? Bon, je pense que ça ne changerait peut-être pas grand-chose, mais bon, là j'ai choisi de prendre à partir de 1, c'est pas... Vous allez voir que par rapport au calcul, c'est quand même utile le fait de commencer par 1, mais à mon avis, on peut juste réarranger les choses si on commençait la série à partir de 0.
Donc j'ai ça, alors je vais mettre valeur absolue, donc de 2 puissance 1 sur 2 puissance k, fois, eh bien je me retrouve avec ici g de 2 puissance n x plus hn, on a dit, tac, moins g de 2 puissance n x. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et vous voyez qu'il va falloir jouer avec ce qui se passe ici. D'accord? Vous voyez qu'il va falloir jouer ici avec ce qui se passe dans ces valeurs-là. Et on va se rendre compte que... alors là j'ai mis n, mais c'est pas n, c'est k ici. Et on va se rendre compte de certains petits trucs du fait que epsilon a été choisi comme étant égal à 1 ou moins 1. D'accord? Et en plus de ça, de l'avoir choisi pas n'importe comment, de façon à ce que ces deux choses-là soient dans le même intervalle. Ça va avoir vraiment une importance. Donc commençons par regarder qu'est-ce qui se passe quand k est plus grand que n. Là le but, hein, je vous fais comprendre, je veux bien vous... C'est pour ça que j'ai fait juste le début du calcul ici. Je veux vous faire comprendre que ce qu'on cherche à étudier maintenant, c'est comment se comporte cette chose-là dépendant de k. Et il va y avoir différents cas de figure, donc il va y avoir le cas où k est plus grand que n strictement, le cas où k égale n, et le cas où k est inférieur à n. Donc ces différentes choses, on va les traiter une à une, et ça va nous permettre de simplifier les calculs, et donc arriver à en fait finalement minorer cette chose-là par rapport à un truc qui va tendre vers plus infini quand n tend vers l'infini. Donc là, c'est vraiment là le but que nous cherchons à atteindre. Alors, premier cas de figure, j'aimerais traiter le cas de figure où k est supérieur strict à n. Alors, quand k est supérieur strict à n, on peut se rendre compte de, si je fais le calcul suivant, donc 2 puissance k fois 2 puissance moins 2 puissance n fois epsilon n. Donc si je simplifie un tout petit peu le calcul, je me retrouve avec 2 puissance k moins 2 puissance n fois epsilon n. On peut se rendre compte que cette chose-là, ça va être un entier, et ça va pas être n'importe quel entier, en plus ça va donner des entiers qui vont être des multiples de 4. Donc en fait, plus précisément, je devrais dire, parce que j'ai mal entouré, ce que je devrais entourer, c'est plutôt que... Donc là j'ai 2 puissance k moins 2 puissance n. Toute cette chose-là va être un multiple de 4 pour k plus grand strict à n. Donc en effet, si je voulais essayer de faire le calcul de cette chose, je peux me rendre compte que cette chose-là, c'est un peu la différence de deux séries. Donc là vraiment c'est parce qu'on a construit les choses de cette manière-là. Hein. Donc là on a vraiment affaire à une suite de séries. Donc ça pourrait être, si je regarde juste le 2 puissance k moins 2 puissance n, ça je peux me rendre compte que c'est la somme pour p. Donc p allant de, donc disons, je vais de n plus 1 jusqu'à... est-ce que je vais de n plus 1? Non, je vais à partir de n. Donc p allant de n jusqu'à k de 2 puissance... est-ce que je fais des bêtises? Attendez... Jusqu'à k moins 1 peut-être. Ouais. Donc de p allant de n jusqu'à k moins 1 de 2 puissance p. Je peux me rendre compte que j'ai affaire à cette série-là pour tout k. Ok, donc parce que là je me retrouve, je vous rappelle que cette série là ça vaut exactement 2 puissance, donc normalement hein, je rappelle juste que si vous faites 2 puissance s allant de 0 à n-1, vous obtenez exactement 2 puissance n-1, hein, je rappelle ça, d'accord? Donc là il suffirait de faire moins 1 ici avec le moins, ça simplifie, vous avez bien une différence entre deux séries de ce type, et la différence de deux séries de ce type, je vais devoir commencer par n égale, alors juste je vais être sûr de ce que j'ai écrit. Si j'avais fait n, donc si j'avais fait n égale 0, donc là, ouais, alors le cas k égale n, il se passe quelque chose de bizarre, parce que là ça simplifie, ça donne 0, mais du coup c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la série, donc personne dans la série c'est très bien. Si n, oui, si n égale, c'est très bien parce que ici j'ai n-1 par rapport à n, donc la série, là le calcul de la série, il n'y a aucun terme dedans, donc ça fait bien 0. Et si k égale n plus 1, vous avez 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n qui doit être égal à juste 2 puissance n, c'est exactement ce qui se produit. Donc je pense que j'ai pas fait de bêtises. On se retrouve avec cette chose-là. Et ce que je veux vous faire remarquer, c'est que de cette chose-là, je peux faire ressortir un 2 puissance n fois quelque chose. D'accord? Et donc pour un n assez grand, hein, donc là notamment il faudrait peut-être n égale 1, hein, juste n égale 1. Donc si je travaille avec n supérieur ou égal à 1, de toute façon
n va tendre vers plus l'infini, donc c'est normal de considérer un n supérieur ou égal à quelque chose de fixe, il n'y a pas de problème. Bah, pour n supérieur ou égal à 1, là je me retrouve avec quelque chose qui est un multiple de 2, pardon, quelque chose qui est un multiple de 2, et 2 puissance un multiple de 2, ça va donner un multiple de 4. Ok, donc c'est exactement ce que ça permet de... Donc ça me permet de dire que ça, c'est un multiple de 2. Donc juste la chose que je viens d'entourer ici, là. Et donc si ça, c'est un multiple de 2, ça permet de dire que ce truc-là, c'est un multiple de 4. D'accord? Et comme epsilon est égal à plus ou moins 1, bah ça donne un multiple de 4 fois plus ou moins 1, donc ça donne bien un multiple de 4 en tout. Très bien. Et donc, si ça c'est un multiple de 4, ça veut dire quoi? Grâce à la 4 périodicité, je peux simplifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de 2 puissance k fois x plus hn. C'est en fait exactement... Alors, oui, j'ai oublié peut-être une parenthèse. Oui, j'ai mis une parenthèse en trop en fait. Donc ça, c'est exactement égal à g de 2 puissance k x. Autrement dit, ma série ici n'est pas une vraie série, ça simplifie énormément. Je me retrouve avec la somme de puissance n de k allant de 1 à n, de 1 sur 2 puissance k fois cette chose. Je ne la réécris pas entièrement, mais voilà. D'accord? C'est juste pour vous donner l'idée, hein. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, donc j'ai ça. Ok. Donc là, je viens de traiter le cas où k est strictement plus grand que n, et ça me permet d'expliquer pourquoi la série ne va pas vraiment à l'infini, elle peut s'arrêter à n. Puisque tous les autres termes après n, donc n plus 1, etc., ça va être égal à 0 à cause de la périodicité. Donc là, ça vient de la périodicité. Par 4 périodicités. Voilà. Donc c'est le fait que c'est 4 périodiques. Très bien, alors je viens de traiter un cas de figure, très bien. Maintenant, je vais traiter le cas où k est égal à n. Là, ça va être intéressant. Donc si k est égal à n, là, ça va venir de la définition de notre epsilon n, puisque k égale n, ça veut dire que les 2 puissance n se simplifient quand on multiplie avec hn, et du coup, on se retrouve avec le plus ou moins 1 de façon à ce que les deux éléments soient dans le même intervalle. Étant donné qu'ils vont être dans le même intervalle, ça veut dire que soit ils sont tous deux dans la même pente ascendante, soit ils sont tous deux dans la même pente descendante. S'ils sont tous deux dans la même pente ascendante ou la même pente descendante, comme la pente est égale à 1, eh bien la différence entre les deux, 1 ou moins 1, pardon, la différence entre les deux en valeur absolue, ça sera égal à 1, exactement égal à 1. Donc voilà, donc là je viens d'expliquer à l'oral ce qui se passe. Et donc je vais juste écrire qu'en effet, g de 2 puissance 2n x plus hn moins g de 2 puissance 2n x, et bien ça c'est exactement égal à 1. Très bien, ok, cool. Alors je vais jouer avec ça, donc si je joue un petit peu avec ça, ce que je peux faire c'est que je ne vais pas faire n'importe quoi là pour les inégalités triangulaires, parce que là les inégalités triangulaires, là j'ai envie de minorer, j'ai pas envie de majorer. Donc si j'ai envie de minorer, ce que je vais faire c'est que je vais faire la chose suivante, je vais faire l'inégalité triangulaire, mais pas n'importe comment, je vais utiliser l'inégalité triangulaire en disant quoi? Eh bien en disant que là j'ai affaire à A, la valeur absolue de A plus B, ça c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B. Donc ça va faire 2 puissance 2n, valeur absolue de A, donc c'est-à-dire ici je vais prendre juste la valeur k égale n. Si je prends k égale n, je viens de vous expliquer, je l'ai effacé, mais je viens de vous expliquer que la différence entre les deux valeurs absolues vaut 1. Donc la différence des deux en valeur absolue vaut 1. Donc là ça va me donner juste la puissance correspondante, donc c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n, très bien, moins, et il me reste le reste de la série à traiter. Donc là ici j'ai la série pour k allant de 1 à n-1 de cette chose-là, j'ai 2 puissance k x, j'ai oublié un 1 sur 2 puissance k avant, moins g de 2, j'ai oublié plus hn d'ailleurs, tac tac, moins 2 puissance k x, tout simplement. Voilà. Et il manque peut-être une valeur absolue. Et il m'en manque encore peut-être une, parce que là je suis en train de mettre des valeurs absolues ici, mais c'est pas des valeurs absolues que je veux mettre, c'est juste des parenthèses. Voilà. On va y arriver. Bon. Alors maintenant j'en suis là. Donc maintenant que j'en suis là, là je vais vouloir rentrer la valeur absolue là-dedans, voir ce qui se passe. Et donc il me reste donc un dernier cas de figure à traiter. J'ai traité k supérieur strict à n.
j'ai traité k égale n, il me reste k inférieur strict à n. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que je ne l'ai pas construit n'importe comment, ma fonction. Je vous rappelle que ma fonction, elle a été construite de façon à ce que mes parties ascendantes et mes parties descendantes soient de pente 1 ou moins 1. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser une espèce de... on peut appeler ça comme ça, je vais utiliser en fait une espèce d'inégalité... je vais y arriver, inégalité des accroissements finis. Sauf que bon, la fonction n'est pas dérivable partout, donc il faudrait faire un petit peu gaffe à cet énoncé, mais on pourrait plus ou moins dire ça. Donc si je prends k inférieur strict à n, et bien là je peux utiliser le fait que cette g de b moins g de a en valeur absolue, ça va être inférieur ou égal à b moins a. Donc si j'utilise cette chose-là, donc là c'est pas... Je vous laisse en exercice de le démontrer, c'est un peu comme si j'étais en train de démontrer une inégalité des accroissements finis, sauf qu'il faudrait faire un petit peu attention parce que la fonction g n'est pas dérivable partout, elle n'est pas dérivable dans les points 0, moins 2, 2, etc. Bon, voilà. Mais il suffirait de le démontrer juste dans une partie, donc dans un domaine autour de A. Par exemple, on peut changer b et mettre x à la place de b, et regarder que pour un a fixe, cette chose-là est vérifiée. Voilà. Je vous laisse le faire, c'est pas très difficile comme exercice, mais voilà. Et ça vient vraiment du fait que les pentes ascendantes et descendantes sont 1 ou moins 1. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est presque comme si j'étais en train d'utiliser des inégalités d'accroissement fini. Donc j'ai ça, très bien. Alors maintenant que j'ai ça, bah, je l'applique. Hein. Donc ça veut dire que la valeur absolue de g de 2 puissance 2kx plus hn moins g de 2 puissance 2kx. Ah, je mets des parenthèses, mais c'est valeur absolue. Ça, bah, je sais que ça va être inférieur ou égal à, donc juste pour hn. Donc en fait, j'ai 2 puissance k fois hn. Ok, et puis si je veux, je peux aller jusqu'au bout du délire, hein, autant majorer par rapport à n pour simplifier les calculs. Donc là, je vais mettre 2 puissance n hn. Pourquoi pas, après tout. Donc j'ai ça, très bien, et puis et je fais ça parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont simplifier ici après. Hein. Donc j'ai ça, et puis bah, si je m'amusais à regarder la somme, hein, donc c'est ce que je vais faire maintenant, si je m'amusais à regarder la somme de ces choses, bah, là je me retrouve avec une somme, donc c'est pas pour rien que j'ai fait dégager le k du 2 puissance ici, c'est juste pour vraiment simplifier les calculs en faisant la série. Donc là je me retrouve avec une... Donc là ça sort de la série, je me retrouve avec la série des 1 sur 2 puissance k, k allant de 1 à n-1, et puis tant qu'à faire, cette série-là, comme je commence à k égale 1, ça va donner au plus 1 si n tend vers l'infini, ce truc-là. Donc je peux très bien dire que tout ça est majoré par 2 puissance n hn. Mais 2 puissance, je suis juste en train de me demander, 2 puissance n hn, bah, ça va juste donner 1. Donc finalement ça vaut juste 1 ou moins 1 en valeur absolue. J'ai oublié de mettre des valeurs absolues, je crois. Je vais mettre des valeurs absolues. Les valeurs absolues sont mal mises, je devais les mettre là. Donc là, là, et donc le hn, donc là ça donne epsilon hein, finalement. Donc ça donne epsilon, donc ça va donner epsilon n qui vaut 1. Voilà, qui vaut 1 ou moins 1, donc en valeur absolue ça vaut 1. Voilà. J'espère pas trop vous perdre, là je suis en train d'ajouter petit à petit les choses qui m'importent. Donc ça marche. Ok, alors maintenant si j'utilise l'inégalité triangulaire pour cette valeur absolue là, bah, ce que j'obtiens c'est la chose suivante. Alors je vais me permettre d'effacer ce que j'ai écrit ici pour avoir de la place. Donc là j'utilise l'inégalité triangulaire pour pouvoir dire que j'ai ça, 1 sur 2 puissance n moins... Et là normalement je dois me retrouver avec la série, et je suis bien dans le bon sens, hein, parce que là normalement je dois dire que ce truc là est inférieur ou égal à la même chose mais en mettant les valeurs absolues à l'intérieur. Étant donné qu'il y a un moins, le sens de l'inégalité reste dans le même sens. Oui, enfin, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça. Est-ce que j'ai dit une bêtise quelque part? Alors, attendez. Alors, est-ce que j'ai dit une bêtise quelque part? Alors, bon, je vais tricher un tout petit peu, parce que j'ai mes notes, je ne les ai pas encore feuilletées ni quoi que ce soit. Donc, je feuillete. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise?
Ah ouais, ok. Ok. Je crois que j'ai fait une bêtise à un moment donné où j'aurais pas dû faire de bêtise. Non, si c'est bon, c'est bien moins 2. Donc ça c'est bien, c'est bon ça. Et qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas alors? Je crois que j'ai simplifié trop rudement l'inégalité là. J'ai peut-être simplifié un peu trop fortement. Je l'ai dû la simplifier un peu trop fortement. Ouais, je l'ai simplifié un peu trop fortement. Donc je vais y revenir ici. Donc j'ai simplifié un peu trop fort, de manière un peu trop forte. Donc ici, ce que je peux faire, c'est juste prendre k égale n-1 en fait. C'est ça que j'ai fait comme bêtise. Donc j'aurais dû prendre 2 puissance k-1. Enfin k égale n-1. Donc là, pour le même argument, je peux mettre k égale n-1, ça marche. Donc je vais avoir 2 puissance n-1 fois hn. Mais hn, donc c'est 2 puissance n avec un moins devant. Donc il est là-haut. Hein. Donc là, ça veut dire quoi? J'ai 2 puissance n-1 moins 2 puissance n fois epsilon n en valeur absolue. Et le epsilon n, ça vaut 1 et en valeur absolue. Par contre, lui, bah, si je fais la soustraction, ça me donne moins 2 puissance, 2 puissance n-1. Ouais, c'est ça. Donc là, ça me donne 2 puissance moins 2 puissance n-1. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus parce que bon, là, j'avais un truc, ça n'allait pas, c'est pas ce que je voulais. Donc là, maintenant que j'ai ça, je peux affirmer que si n est assez grand, les valeurs absolues, je peux m'en débarrasser. Donc si n, peut-être, je sais pas, si n égale à 3 peut-être, au moins 3 peut-être, si je prends n au moins égal à 3, bah là je peux enlever les valeurs absolues. Donc je vais me permettre, hein, pour un n assez grand, d'enlever les valeurs absolues, puisque je viens de montrer que ça, qui est donc plus grand que ça, hein, d'accord, ça, donc ça qui est plus grand que ça, bah, je viens de dire que c'est plus petit, donc 2 puissance n-1, et donc pour un n assez grand, je peux enlever les valeurs absolues. Très bien, ouf, j'étais en train de dire, il y a un truc qui n'allait pas. Donc là, je vais pouvoir dire ça. Et donc bah là, après, il reste une dernière petite manipulation. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir un petit peu en arrière pour vous assurer que le raisonnement est bon et que voilà, il y a peut-être 2-3 trucs, je suis allé un peu vite là, mais voilà, je l'ai corrigé ce que j'ai dit. Donc j'en suis arrivé là, et là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 2 puissance n, moins n en facteur, exprès, pour avoir la chose suivante, 2 puissance n moins n, fois 1 moins 2 puissance n moins 2 puissance n moins 1. Et donc là, bah, là c'est facile de déterminer la limite de cette chose. Ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, étant donné que 2 puissance n-1, c'est une croissance exponentielle par rapport à une croissance polynomiale. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 1, et puis ça tend vers plus infini quand n tend vers l'infini, encore une fois. Et voilà. Et donc je conclus, ça c'est donc plus grand ou égal à quelque chose qui tend vers plus infini quand n tend vers plus infini, ce qui montre que ça tend vers plus infini quand n tend vers plus infini, par croissance comparée ou par... donc c'est pas vraiment croissance comparée, mais c'est plutôt le théorème des gendarmes ou des encadrements appliqués ici avec un élément qui est plus petit et qui tend vers plus infini. Voilà. Bon, je suis désolé, j'espère ne pas vous avoir trop perturbé avec ce petit passage un peu technique, mais voilà donc la méthode pour montrer que cette fonction était nulle part dérivable. Et en fait, pour essayer de montrer qu'une fonction est nulle part dérivable, c'est souvent la méthode qu'on emploie, essayer de trouver une suite Hn qui tend vers 0, et tel que ce quotient tende vers plus infini. Donc c'est vraiment le genre de technique qu'on utilise. On pourrait l'utiliser pour la plupart des fonctions de Weierstrass. Hein. Donc ça, c'est pas vraiment une fonction de Weierstrass, mais les fonctions de Weierstrass, c'est les fonctions qui s'écrivent série de ak fois sinus ou cosinus de a à ak fois x, d'accord? Donc c'est des séries comme ça, de façon à ce que les ak, bk, ça se comporte très mal quand on dérive, donc c'est-à-dire quand on fait la dérivée qui a le ak, donc ça veut dire qu'il faut que ak fois bk ça tende vers plus infini ou quelque chose comme ça. Donc si on a des choses, ou pas forcément, hein, mais en tout cas qu'il faut que ça se compense de manière un peu moche, donc, enfin que ça se compense pas finalement. Donc voilà, bah là c'est un peu le truc que l'on voit ici intervenir, c'est que quand on va dériver, on voit le 2 puissance 2k qui va casser la décroissance qui était ici, et donc malheureusement on va faire en sorte que la série ne marche pas, ne converge plus quand x tend vers plus infini, et là c'est même donc pire, là on voit qu'il n'y a même pas de dérivation possible, peu importe la valeur de x. Le problème avec sinus et cosinus, c'est qu'il peut y avoir encore des endroits où la fonction est dérivable, notamment peut-être en 0,
Bon, j'ai pas vérifié du tout, mais vu que la série peut être calculable en x égale 0 ou en x des multiples de pi peut-être, si je choisis mal ma suite des AK, on peut peut-être se retrouver avec des séries où il y a des endroits où c'est encore continu. Mais il y a d'autres séries pour lesquelles ça n'arrive pas. Et donc bon, bah, l'étude se fait vraiment de cette manière-là. Donc vous aurez les sous-questions associées à ça pour pouvoir conclure, donc c'est-à-dire vérifier ces inégalités-là, etc. pour le type de série de fonctions que vous aurez sous les yeux. Bon voilà, alors ça me permet de conclure, donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous en avez. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!